Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer votre santé, bio, mais aussi une application, SP Training, ainsi que des livres, des formations et du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Bruno Gageur, entraîneur national d'athlétisme, et plus particulièrement du 800 mètres actuellement. J'ai découvert Bruno alors que j'avais 13 ans, quand il a coécrit le seul et unique livre sur cette distance. Faisant de l'athlétisme à l'époque, je l'avais dévoré en bon fan de Wilson Kipketer. Depuis, les années ont passé, et cela fait maintenant plus de 40 ans que Bruno entraîne. J'étais donc curieux d'en savoir plus sur l'entraînement du 800 mètres, une épreuve qui dure entre 1 minute 40 et 2 minutes en moyenne. Comment détermine-t-on les allures d'entraînement? Comment les planifie-t-on? Est-ce du sprint long ou du demi-fond? Doit-on faire de la musculation? Et si oui, comment? Avant d'attaquer, je tenais à remercier Joseph Sala, JSPerf sur Instagram, pour la mise en relation. Si vous cherchez un bon coach sur Narbonne et alentour, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Bruno, comment vas-tu aujourd'hui? Pas mal. Écoute, après des championnats de France, une journée de repos, puis c'est reparti. Hein. Comment ça s'est passé pour tes athlètes sur le championnat de France? Écoute, on avait le groupe, il y avait quatre coureurs de 800 et deux coureuses de 800. Deux en finale seulement, des garçons et pas de médaille. Bon, voilà, c'est une bonne participation, mais pas d'exploit. Les années ne se ressemblent pas. Est-ce que c'était un objectif de la saison pour ces athlètes que tu avais? Pour oui, ceux qui étaient là, oui. Oui, c'était sauf Cozart qui devait faire les Europes Espoirs, mais il l'avait pas pris. Et puis les finalistes aux France, donc voilà, c'était une petite revanche pour lui, mais les autres, c'était l'objectif de la saison. Hein. Rentrer en finale des France, c'est déjà vu le niveau du 800 français, c'est déjà compliqué, quoi. J'imagine que c'est un peu tôt pour analyser ou plutôt émettre des hypothèses sur ce qui n'a pas marché pour tes athlètes. Ouais, c'est un peu tôt. C'est un Un peu peu tôt, tôt, ouais. mais bon, pour certains, ils ont atteint je sais pas, tous des cadors, hein, donc ils sont bons, mais ils ont progressé, donc on avance, voilà, doucement. Après, de passer à l'étape du podium aux France, c'est encore, pour certains, c'est pas encore prêt, mais ça va l'être. Mais bon, le niveau chez les garçons est très relevé, chez les filles, c'est très dense, donc voilà, pour passer, il faut pas faire d'erreurs, il y a des petites erreurs tactiques, tout ça. Bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est un beau jeu. Ouais, bah, surtout le 800, on va y revenir après. Je voulais revenir un petit peu sur toi parce que j'ai pas trouvé énormément d'informations sur ton parcours. De ce que j'ai compris, toi, tu étais professeur à la base Ouais. et tu as commencé à entraîner à Porte de Clignancourt, mais un peu toutes les disciplines, un peu comme, je sais pas, moi j'ai fait de l'athlé quand j'étais gamin. On avait l'entraîneur qui faisait un peu, il nous faisait le saut longueur, il nous faisait les haies, il nous faisait le demi-fond, le sprint. Toi, c'est comme ça que tu as commencé à entraîner l'athlétisme? Bah oui, j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai commencé très jeune parce que j'avais 20 ans, quoi. Donc parce que bah le club avait changé, des entraîneurs sont partis, il y avait plus personne. Et moi, j'étais en Dog 2 de Staps. Et le président, qui était un peu comme un second père pour moi, m'a demandé, bah écoute Bruno, est-ce que tu peux faire l'entraînement, quoi? Je vais pas m'y remettre. C'était un vieux monsieur déjà. Et donc, bah, je me suis remis à entraîner mes copains, en gros. Hein. On était une poignée d'athlètes qui restaient à Championnet. Et puis, bah, très vite, il y a eu 2 ans après, il y avait 40 athlètes. Voilà, Ah, ça s'est ça vite s'est vite, rempli. ça s'est vite rempli. Mais je suis resté pratiquement, je vais dire, jusqu'en 2000, de 85, ça doit être 83. Ouais, j'ai dû commencer à entraîner en 83 ou 84 dans ces eaux-là.
Et après, je suis resté seul jusqu'à ce que je quitte Championnet. J'avais des gens qui venaient m'aider sur les lancers, au bout d'un moment. Et puis après, qui me donnaient un coup de main à l'entraînement. Mais vraiment, j'étais le seul coach pour tout, quoi. Alors bon, très vite, ça a été un club de coureurs et quelques sauteurs. Voilà, j'ai eu des garçons qui arrivaient là-bas dans ce quartier très doués, quoi. Donc, je me mettais à une discipline, j'achetais le bouquin, je me mettais à la discipline. Ah, c'était sympa, hein. Bah, et puis après, bah, j'ai été prof dans le quartier, donc voilà, je recrutais des élèves dans le quartier. Enfin, ça a été une belle aventure de 20 ans. Toi, à la base, tu étais athlète, entre guillemets, de demi-fond? Ouais, demi-fond, j'ai passé le 400 au CAPES. Enfin, j'étais un athlète de niveau départemental, hein. Bah, je crois que tu avais fait quand même 2,01 au 800. Ouais, mais bon, voilà, oui, c'est un grand maxi. Ouais, Voilà, un grand maxi. Et pour l'anecdote, si je dis pas de conneries, tu as le même record que ta femme. exactement, exactement. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Mais bon, j'étais plus passionné que doué, voilà, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait qu'après, tu quittes ton club et que vas passer le diplôme à l'INSEP pour devenir entraîneur, professeur de sport et donc entraîneur national par la suite? Ben, je quitte pas mon club tout de suite, hein, parce que c'est en 93 que je passe ou 92, ouais, 93 que je passe ce concours. J'enseignais depuis une dizaine d'années, en gros, et puis je voulais voir si je pouvais faire autre chose. Je voulais peut-être être entraîneur professionnel. C'était compliqué la vie. Je venais de divorcer. Bon, voilà. Donc j'ai essayé de professionnaliser ma pratique d'entraîneur, et puis finalement, je suis rentré au diplôme de l'INSEP pour 2 ans. Et puis bah là, bah je me suis formé sur le haut niveau, puisque j'étais dans une filière pour apprendre pour le haut niveau, mais je continuais à entraîner à Championnet, hein. Jusqu'en 2000, j'ai entraîné à Championnet. Après, je suis passé aussi à Montreuil, puisque le club se réorganisait sur Championnet. Voilà, bon, des petits désaccords, des guerres de petits clochers, quoi. Et j'avais tellement eu l'habitude d'être seul que il valait mieux que je parte. Et puis que j'aille dans un grand club à côté, qui est très familial aussi. Et puis voilà, ça s'est bien passé comme ça. Bah, Montreuil, à l'époque, en 2000, donc c'est ma période, c'était l'un des meilleurs clubs de France. Je sais pas si ça l'est encore, mais à l'époque, c'était. Oui, oui, ah bah oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais je suis parti avec quelques athlètes fidèles, mais très peu, puis j'ai reconstruit un truc là-bas, quoi. Est-ce qu'à ce moment, tu te spécialises dans le demi-fond ou tu restes encore Non, non, multidiscipline? non. À Montreuil, j'ai une championne de France du 100 mètres, espoir. J'ai un relais 4x100, que des filles. Et puis à l'INSEP, bah là arrive. À l'INSEP, j'ai du demi-fond à ce moment-là. Alors, on me demande à l'INSEP de faire à mi-temps le demi-fond parce que José Marajo avait quitté l'INSEP, Roger Mio aussi. Donc, il y avait, donc en 2000, j'entraîne Frédéric Quentin. Enfin, et 2000, non, en 99, Frédéric Quentin avec Christine, ma femme. Et puis en 2000, c'est Artemon Atunjimana qui vient me demander aussi. Et puis arrive après rapidement des coureuses de 400, Katiana René, puis Farhana Karsis qui va arriver, que je vais entraîner pendant 19 ans. Voilà. À ce moment-là, tu fais donc, tu as une double casquette, tu es entraîneur de club et en même temps entraîneur à mi-temps à l'INSEP? Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps. Bon, là, j'étais célibataire, j'avais divorcé, j'habitais tout seul. Donc ça, c'était faisable. Et puis après, à partir, je pense que j'arrête d'aller au Grand Péché en 2002, je pense. 2002, ouais, c'est ça. Donc j'arrête le soir en 2002 ou 2003. Je me rappelle plus exactement, ça commence à faire loin. Et après, bah, je travaille qu'à l'INSEP, j'entraîne la journée, quoi. En 2004, il y a un accord entre l'INSEP et la fédération. Enfin, en 2002, il y a un accord entre l'INSEP et la fédération pour que je fasse à mi-temps le travail à la recherche où j'étais et d'entraîner sur le pôle à partir de 16 heures. Et à partir de 2004, bah, je suis recruté par la fédération. Donc, je passe directement entraîneur sur le pôle de l'INSEP, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que tu deviens entraîneur professionnel ou est-ce qu'avant ou en France de manière générale, quand on est dans un gros club d'athlétisme, on est uniquement payé par le club et on peut vivre de ça? Ah non, non, je pouvais pas vivre de ce que me payait le club, hein, c'est impossible. Non, non, j'ai commencé à vraiment entraîner du haut niveau
en 99 avec Frédéric. Après, il y a eu Artemon, il y a eu Virginie Fouquet. C'était les premiers athlètes qui m'ont fait découvrir le haut niveau. Et puis après, est arrivé, une fois que j'étais sur le pôle, vraiment en 2004, 2002 déjà arrive Farah. Voilà, mais après il y a 2004, je passe mon temps à entraîner, quoi. Voilà. Mais Ok, ouais. j'entraîne encore à l'époque pendant très longtemps, jusqu'à l'année dernière en fait. Hein, même cette année, j'ai encore une sprinteuse, quoi. J'ai toujours fait sprint et demi-fond. Est-ce que c'est pas de ce que j'ai pu voir, en tout cas, dans les diverses vidéos qu'on voit sur Internet, notamment la vidéo de l'INSEP en deux parties, ou une récente vidéo de Renel Lamotte, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir des athlètes qui sont sur des disciplines vraiment très différentes? Moi, de ce que je comprends, tu es très spécialisé 800, mais aussi 400, voilà, et peut-être 1500, vu que ça s'en rapproche un peu, on en reparlera Bah oui, après. 400, j'ai été entraîneur national du 400 pendant plusieurs années, hein, pendant 8 ans. Ouais, Ouais, et donc, donc d'avoir des sprinteurs de 100 mètres, est-ce que c'est... j'ai pas eu vraiment de spécialiste du 100 mètres. J'ai eu David Alert sur 200 Oui, mètres, je hein, qui vois a qui c'est. fait finaliste au monde avec moi. C'est un grand, grand souvenir. Mais voilà, après, voilà, c'était plutôt des coureurs de 200-400. J'ai eu beaucoup de 200-400 et 400 haies, parce qu'il y a eu aussi Aurélie Chaboudez et Farah Nakarsi sur 400 haies. Aujourd'hui, tu es toujours à l'INSEP, parce que j'ai cru voir que tu étais à Montpellier. Non, non, non. C'est depuis juste après Rio, après les Jeux de Rio, je suis parti à Montpellier. Mais depuis, Parce que là-bas, il y a un pôle, c'est ça? oui, il y avait un pôle. Je voulais un peu changer. Ça faisait 20 ans que je travaillais à l'INSEP. Je voulais un peu changer d'univers, un peu, tenter quelque chose, quoi, de varier un peu. Et donc, je suis parti Jean-Yves Cochon devait partir à la retraite. Et puis, il trouvait intéressant que je vienne pour participer aux épreuves combinées, donner un peu mon expertise sur les combinés, enfin, sur mes spécialités, quoi. Et puis ensuite, monter aussi autre chose sur Montpellier que les épreuves combinées. Et donc, au bout de 2 ans, on a eu un pôle France 400-800 que Patrice Gergès avait monté autour de moi. Et puis, c'est resté 400-800 jusque là où maintenant c'est que demi-fond. C'est que demi-fond. Et ça te... Ben alors justement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le 800 mètres, est-ce que c'est un sprint long? Qu'est-ce que c'est le... Si tu devais définir le 800 mètres, tu dirais que c'est quoi comme épreuve? C'est du demi-fond? C'est du sprint long? Qu'est-ce que c'est? Oui, je pense que c'est du demi-fond. C'est du demi-fond parce que on a vu les championnats de France, la tactique, la course en peloton, et puis c'est quand même très proche du demi-fond. Le 800 mètres record, on se rapproche peut-être plus du 400 mètres, mais ça reste quand même dans les modalités d'entraînement. Il y a quand même pas mal de travail qui ressemble à des coureurs de demi-fond. Donc je pencherais plus pour le demi-fond, mais c'est un demi-fond un peu à part quand même. Pourquoi c'est à part pour toi? Parce que le système aérobie est moins prégnant que dans les autres distances. À partir du 1500, le système aérobie, il est très, très important. On peut réussir sur 800 avec un système aérobie moyen. De ce que j'ai pu voir dans le livre auquel tu as participé sur le 800 mètres, comme je te disais hier, c'était drôle parce que c'est, je crois, le tout premier livre d'athlétisme que j'ai acheté quand j'avais 13-14 ans et que je me destinais, entre guillemets, au 800 mètres. J'ai cru comprendre que pour les hommes, sur des durées d'à peu près 1 minute 43, 1 minute 45, l'effort était à 60% aérobie et 35%, 40% anaérobie. Et par contre, pour les femmes, comme c'est plus long, on était plus proche d'un 50-50. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité pour toi, ces chiffres, Oui, en alors tu as moyenne? dû inverser, c'est 60% anaérobie et Ah, 30% ok. ouais, chez les hommes et 50-50 chez les femmes. Oui, je pense que oui, ça évolue. La façon de courir change un peu avec les nouvelles pointes, mais la structure stratégique du 800 évolue là, mais sinon, je pense que ça reste valable quand même comme cadre pour l'entraînement, quoi. Quand tu dis que ça change avec les nouvelles chaussures, tu parles de la semelle en carbone qui change un peu les modalités de la course? Oui, avant c'était une course où on très proche du 400 où on partait assez vite et puis on perdait de la vitesse progressivement et inexorablement. Et là maintenant il y a des ralentissements et des réaccélérations dans le dernier 200 parce que les pointes aident beaucoup dans la grande fatigue aussi, donc ça modifie un peu
la structure de vitesse, l'évolution de la vitesse au cours du 800 mètres, quoi. Les Ah courbes ouais. qu'il y avait à l'époque dans ce livre, elles seraient certainement un peu différentes maintenant. C'est hyper intéressant parce que j'allais te lancer justement là-dessus. Dans ce que tu avais écrit, tu décomposais le 800 en 3 parties. Un 200 mètres un peu plus rapide, où on partait bien au-delà de la vitesse du 800 mètres. Un 400 mètres, on va dire, plateau. Et puis, entre guillemets, tu avais le dernier 100 mètres où c'était une décélération. Alors, quand on écoute les commentateurs, on a toujours l'impression, ils disent, il produit son effort. En fait, il produit pas son effort, il ralentit moins que Oui. les autres. Et donc aujourd'hui, c'est plus cette cinétique en fait dans la course. Bah, il y a des souvent le deuxième 200, le deuxième ou le troisième 200 est plus calme. Ah ouais. Par contre, ça finit beaucoup plus vite qu'avant, quoi. Maintenant, c'est très courant de finir en 26,5, voire un peu moins. Et bon, un gars comme Pierre-Ambroise Boss a fini qu'une fois en 26,5 le jour du record de France, quoi. Quand il descendait sous les 27, c'était un très bon finish, quoi. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu décomposes l'entraînement du 800 différemment? Parce que ce que j'avais cru Non, comprendre, c'est que tu avais une première phase d'entraînement sur en gros plus de la vitesse, premier 200, un entraînement un peu plateau, euh, et puis après l'entraînement, on va dire à résister pour moins décélérer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent pour toi? non, non, ça reste quand même les bases de l'entraînement. C'est plus dans le travail vraiment spécifique à la compétition où il va falloir faire des variations d'allure en fait, hein. Parce que les courses vont ralentir pour finir plus vite. Enfin, c'est beaucoup basé sur une fin très rapide actuellement. Ah ouais, putain, Donc voilà. j'aurais pas pensé, comme je suis maintenant un peu loin du milieu, que les points de carbone changeaient vraiment. Il y avait une accélération à la fin. Bah, comme j'observe toujours les découpages de courses, c'est facile de l'observer, quoi. Voilà. Et est-ce que, question un peu différente, sur le 400 mètres, on voyait aussi une décélération sur la fin? Est-ce que la décélération est maintenant moins prononcée sur le dernier 100 mètres aussi du 400 mètres? Je pense, ouais, je pense. J'ai pas vérifié sur beaucoup de courses, mais je pense que les carbones aident beaucoup dans la fatigue. Là où il y avait plus beaucoup de pieds pour rebondir, ça aide quand même. Ça vient suppléer le pied dans ces manques de force et de rebond, quoi. C'est très très sensible à mon avis, même aux 400 mètres haies où il faut mettre des impulsions dans une grande fatigue pour franchir la haie et là on voit les temps ont nettement descendu, quoi. Bah ouais, j'aurais jamais cru que le record de Kevin Young prendrait une telle claque. Voilà, mais chez les hommes, chez les femmes en France, même si c'est pas une épreuve encore très forte, chez les hommes si, mais chez les femmes c'est pareil, il y a une plus de densité quand même. Voilà, avant on pouvait enfin, si on regarde les podiums, les temps, le temps de la 10e française, tout ça, ça a beaucoup évolué dans ces épreuves-là. 400, 400 haies, 800. Alors, tout le monde bénéficie pas de la même manière de cet apport, hein. Je pense que ça dépend un peu des qualités du coureur, peut-être de sa façon de courir. Mais ça aide beaucoup à un niveau assez moyen finalement, mais ça aide beaucoup le cœur de notre élite, quoi. C'est ce que j'allais te dire, parce que pareil, de ce que j'ai cru comprendre en faisant mes recherches, ce qui a beaucoup changé ces dernières années, notamment t'en parles dans l'article sur sp15.fr, c'est toute cette notion un peu de renforcement musculaire. Euh, et donc, comme tu me parles des points qui relèvent un peu le niveau moyen, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un manque de renforcement musculaire qui est compensé en fait par le carbone qui nivelle en gros le niveau moyen vers le haut? Tu vois, comme Ah, ça. c'est difficile de savoir, de répondre à ça. Je m'y risquerai pas parce que j'ai pas la réponse, quoi. Non, non, je pense que le renforcement musculaire maintenant c'est quand même rentré dans les mœurs, dans tout le demi-fond français. On doit ça quand même à Jean-Claude Volmer et José Marajo, hein, qui m'ont fait travailler là-dessus et puis qui ont poussé, qui eux étaient les précurseurs avec Richard Descoux là-dedans et qui ont poussé à ce que on théorise mieux et qu'on puisse transmettre quelque chose qui avait un sens, quoi. Donc d'où un peu les travaux que j'ai fait en 95 là, pour eux, hein. Donc puis après on a instauré un truc que tout le monde connaît maintenant en France, quoi. Justement, je le connais pas et j'allais te poser une question. C'est quoi le renforcement musculaire alors qu'est-ce que vous faites pour le 800 en termes de renforcement musculaire? Est-ce que c'est
du classique, j'ai envie de dire, ce qui se fait sur piste, ou c'est vraiment aussi en salle de musculation jusqu'à l'atteinte d'un certain niveau de force ou un certain niveau d'endurance de force Bah, ou non, d'explosivité, non, quoi. alors, moi, ce que je préconise, en tout cas, hein, c'est l'école Kiev et Miller, hein, qui était comment dire, mes maîtres à penser quand je suis entré à l'INSEP, quand j'ai travaillé pour eux. Euh, L'idée, c'est que c'est une foulée qui s'appuie sur des qualités d'explosivité, parce que le temps est très court, il faut appliquer des forces dans un temps très court. Donc, pour être plus explosif, il faut d'abord, dans un premier temps, être capable de produire plus de force. Donc on va vers le développement de la force maximale. Et puis après, il faut réinjecter de la vitesse pour être capable de produire le plus de force possible dans un temps très court. Ok, Donc c'est basé sur la relation force et vitesse, qui est une relation linéaire mais compliquée à développer, quoi, à faire monter, quoi. Donc ça enchaîne différents cycles, mais on est très très proche de la musculation du sprinter. L'endurance de force, il y en a qui l'utilisent, mais c'est faire durer quelque chose d'explosif. Donc très souvent, la séance spécifique pour moi peut suffire, puisque là il y a les appuis de course, il y a les amplitudes de course, il y a tout, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que ça avait du sens de reproduire l'effort qu'on fait sur piste en salle de musculation? Et a priori, pour toi, c'est Ah, pas ça, le cas. par définition, dans tous les sports, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens si on mime le sport qu'on est en train de faire. On va en salle de muscu pour développer une qualité musculaire intrinsèque du muscle qu'on va réinjecter dans son activité. Mais des fois, il faut pas tomber dans le mime de l'activité et se dire bon bah je fais du roller, je vais me muscler avec en tirant un pneu avec mes rollers. Ah, ça Je peut vois. être un petit truc pour déclencher des trucs en lâchant après, j'en sais rien. C'est des petits jeux de sensations, mais c'est pas là que tu vas développer la force de tes cuisses, quoi. Tu ferais mieux de faire des squats et de te concentrer sur ce que ton quadriceps soit capable de produire plus de force. Donc c'est d'abord une analyse de l'activité très fine, savoir quels sont les muscles mis en jeu dans l'activité et sur quel type de contraction ils sont mis en jeu. Et après, bah, tu prépares cette spécificité avec des phases générales, des phases orientées, voilà, et ça prend toute l'année, quoi. Dans une vidéo justement sur le 400 mètres que tu avais fait, que j'ai pu regarder, tu disais que sur le 400 mètres, c'était les ischio-jambiers et les fessiers qui fatiguaient le plus et qui expliquaient une diminution de l'amplitude de la foulée. Est-ce que Comme sur sur lui... 800. Comme sur 800, Comme sur sauf que 800, voilà, c'était ma les question. Voilà. pointes vont améliorer cette fatigue sur le 800, assez nettement. Mais Ok. comme sur 400 actuellement, le carbone a certainement un premier effet sur la raideur dans la vitesse, mais je pense que là, ça passe toujours dans les mêmes temps, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Par contre, le dernier 200 est beaucoup plus rapide, ou le dernier 100, je pense, du 400. Il faudra étudier. J'ai pas étudié le 400, hein, j'en ai moins. Mais je pense qu'il y a aussi un progrès. Alors sur le 400, je pense que c'est assez flagrant, par contre. À l'œil, je le vois, donc je pense que c'est assez flagrant. Est-ce qu'il y a un niveau de force minimum qu'il faut avoir pour performer sur 800, qu'on soit un homme ou une femme, pour performer, par exemple, au niveau national? Est-ce qu'il y a un niveau au-delà duquel ça sert plus à rien d'aller? Tu vois, je me souviens d'un bouquin de Michel Pradet avec des co-auteurs dont j'ai plus le nom, un petit bouquin qui s'appelait La force à l'INSEP. Et par exemple, il disait que pour les perchistes, au-delà de 130 kilos développé couché, ils voyaient pas le sens de continuer à développer la force. Et j'ai cru voir dans une vidéo Pierre Ambroise qui disait que, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre dans la vidéo, qui disait que il était suffisamment fort et qu'il avait plus besoin vraiment de travailler sa force. Est-ce qu'il y a Oui, des il faut niveaux comme ça l'entretenir. qui sont Par définis? contre, faut l'entretenir, donc il faut toujours en faire parce que la force, c'est pas quelque chose qui est stable à vie, quoi. Mais c'est sûr qu'avec Pierre ou même avec Renel, maintenant, bon, on a atteint des niveaux de force maximale qui sont largement suffisants, mais on fait donc quand même un ou deux cycles par an pour revenir à Alors, leur meilleur valeur de niveau. base. Voilà. Mais parce que de toute façon, on jouera peut-être sur d'autres facteurs sur l'explosivité, pour réinjecter, aller plus vite avec la barre. Bon, voilà, au bout d'un moment, après les niveaux de force, je veux pas, tu vois, ça tourne, c'est un rapport au poids de corps, quoi. On va dire en demi-squat. Et je pense que quand on dépasse 3 fois le poids de corps, c'est Ah largement ouais. suffisant. Ouais, je pense que c'est ouais, c'est déjà très Ouais, élevé. c'est de la force maximale, hein. Ah ouais. C'est comme les sprinters. Les sprinters, c'est autour de 3 fois et demi. Maintenant, il y en a même qui sont à 4 fois leur poids de corps. Mais
voilà, c'est pour donner un repère public. Après, bah, on travaille aussi au niveau de force, on fait des tests et puis on regarde à quel niveau de force faut travailler. Tout le monde n'est pas à ce niveau de force-là, hein. Ok, ouais, mais c'est intéressant. Justement, tu parlais ensuite de transfert sur de la vitesse, de la puissance. Est-ce que vous utilisez l'ISO inertiel? Récemment, je me suis procuré une poulie ISO inertielle et j'ai attaqué rapidement des tests. Est-ce que vous utilisez ça pour travailler justement l'accélération? Sur le ISO inertiel, c'est le système yo-yo ou? C'est la marque Ekabox par exemple. Est-ce que tu vois inertial? C'est plus tu tires et plus il y a de résistance et ensuite ça te ramène. Donc en fait, c'est une. Oui, oui, c'est ça, c'est le système, c'est ce qu'on appelle le système yo-yo, quoi. Plus tu accélères, plus il y aura un retour Ouais, excentrique. exactement. On l'utilise à certaines périodes, dans certains cycles, notamment de force, pour aller se faire un côté excentrique et développer un peu plus de force dans le muscle. Oui, mais c'est pas toute l'année. C'est pas un système. Voilà, j'ai aucun système qui reste toute l'année. La base du travail, c'est souvent le concentrique quand même, et puis on va réinjecter de temps en temps de l'ISO, de temps en temps de l'ISO inertiel. Voilà, mais c'est pas. J'ai pas. C'est pas une machine qui va faire le travail toute l'année, loin de là. Non, non, mais c'était pour avoir un peu ton retour sur le sujet parce Oui, que je bah vois pas grand monde après, qui en parle, donc je me demandais si non, t'as mais utilisé. après, voilà, on peut, si on l'a pas, on peut s'en sortir. Enfin voilà, c'est. Moi, j'y vais par curiosité, puis au Krebs, on a les moyens d'acquérir des nouvelles machines, donc on essaye, hein, comme les machines Kaiser AR qui sont pratiques pour des gens qui ont mal au dos. Enfin, il y a tout un. Après, il y a plein d'aménagements en fonction de l'athlète que tu as devant toi. Mais pour ça, il faut des moyens. Moi, j'ai de la chance d'être au Krebs de Montpellier où il y a une salle de muscu de premier plan, quoi. Ouais, ouais, ben j'avais déjà été. Je me souviens que le Krebs est hyper bien équipé. Les Oui, installations puis sont ils sont top. à l'écoute. L'ANS a donné des nouveaux moyens, donc on arrive à avoir un équipement tip top, quoi. Tout à l'heure, on parlait un peu de l'importance du pied, de la musculation du pied. Comment on muscle son pied pour garder entre guillemets de la force, je sais pas dire de la résistance sur le 800 mètres pour pas qu'on s'affaisse. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qu'on fait ou ça se travaille entre guillemets sur la piste au Non, jour le sur la jour? piste. Oui, sur la piste, bah déjà c'est la technique, c'est de la technique de course, savoir poser son pied au bon endroit. Enfin, même dans le demi-fond, il y a de la technique, il y a de la biomécanique pour être efficace, quoi. Donc être économique et efficace. Donc c'est pas si simple au niveau biomécanique de courir juste dans le demi-fond court en tout cas, hein. Dans le demi-fond long, c'est pareil, hein. Le coût énergétique à chaque appui, s'il y a trop de coûts énergétiques, ça ira pas bien jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, au niveau musculation, il n'y a pas une musculation du pied, quoi. Il y a une musculation de tout le segment, quoi, hein. Le pied reflète ce qui se passe dans tout le segment, des segments inférieur du corps, quoi, hein. Toute la jambe, la cuisse, voilà, tout ça, c'est en interaction, hein. C'est pas parce que j'ai un pied, c'est le pied produit pas de la force à lui tout seul, quoi. C'est la coordination de tout cet ensemble qui va faire qu'on a l'impression, on dit de l'expression basique de dire il a du pied, mais oui, il se propulse bien en fait. La course, c'est de l'autopropulsement. On s'autopropulse, hein, des petits sauts qui s'enchaînent, hein. Donc, il faut que pour le demi-fond, en plus, il faut que ces sauts soient plutôt rasants et pour être économique, et puis ni trop long ni trop court, quoi. Et est-ce qu'il y a, je pose une question un peu à la con, mais une biomécanique parfaite du coureur de demi-fond? Ah, Je veux dire Wilson, de d'aller chercher Wilson plus ou moins Kipketer. plus Kipketer, bah, j'aime bien ça. Voilà, pour moi, c'était une référence biomécanique, d'économie de course, un rapport poids-puissance extrêmement haut, voilà, et capable de courir très vite, capable de courir longtemps aussi sûrement. Et il s'entraînait déjà avec Novak sur des méthodes qui était un entraîneur d'épreuves combinées. Il s'entraînait pas que en faisant des kilomètres, quoi, Kipketer. Wilson Kipketer, naturalisé danois, là, qui avait le record du monde pendant bien longtemps sur 800 mètres. C'est ma génération aussi. Ouais, après, Pierrot, dans ses belles années, était aussi quand même devenu pour moi, à force de travail, une belle foulée dans le monde du demi-fond court. Euh, Rudy Chat, bien sûr, le Rudy Chat aussi, hein. Il n'y avait pas que Pierrot. Mais Pierrot avait réussi à développer quand même une mécanique très efficace. Quand tu dis une mécanique très efficace, ça veut dire que
quand il court, il va pas monter beaucoup d'un point de vue vertical, mais il va vraiment être plus horizontal? Oui, oui, il glissait bien vers l'avant, il appliquait de la force. Voilà, bon, Rudisha aussi, hein, c'était aussi des gens qui, c'est pas des coureurs sautillants déjà parce que c'est des gabarits, donc c'est quand même des athlètes qui pesaient, Pirot devait faire 70 kilos, donc voilà, et puis Rudisha certainement presque 80. Hein. Ah Donc ouais. tu peux pas sautiller comme Gebre Selassie, quoi. Gebre Selassie, il Je vois pesait qu'on à a les peine mêmes 50 références. kilos. Je vois Bah qu'on a les oui, mêmes références. forcément, mais j'ai beaucoup étudié à cette époque-là, ces Ouais. coureurs-là, mais Gebre était très sautillant, mais il pesait à peine 50 kilos, quoi. Donc Ouais, on peut de mémoire, pas, il faisait 53. 1m64, voilà. 53 kilos. Gabriel. Voilà, donc bon, c'est pas tout à fait les mêmes, le même coût énergétique à chaque fois que tu sautilles, quoi. Qu'un Est-ce gars de 70 kilos. est-ce qu'on peut dire qu'alors qu'il y a un gabarit du 800 mètres qui contraste quand même avec les autres pratiques de demi-fond? Là, tu me dis 70 kilos, Rudisha 80 Mais kilos. non, on arrive à trouver quand même des poids plumes. Hein, voilà, ils sont peut-être une autre façon de courir, mais bon, ça reste quand même des gens puissants par rapport à leur poids de corps. Hein. Aman, qui était beaucoup plus petit et plus léger, avait quand même une foulée qui développait, qui était assez grande pour sa taille. Hein. Euh, Est-ce que pour performer au 800, mieux vaut être un sprinter de base ou plutôt un demi-fondeur de base? Ah, je pense que c'est quand même très dur de développer la vitesse tardivement dans la carrière, quoi. C'est quand même très compliqué. Donc, je pense que une bonne école athlétique avec des capacités de vitesse, il sera plus simple, à mon avis, de rajouter un secteur aérobie efficace, surtout s'il est bon à la base, hein, comme il y a quand même beaucoup de génétique hein, là-dedans. Voilà, il suffira de nettoyer les tuyaux et puis tout ira bien, quoi. Je te pose cette question parce que je me souviens pareil dans ta conférence d'une heure sur le 400 mètres, tu parlais de Muriel Urtis que tu avais entraîné à un moment et tu disais qu'elle avait pas trop de système aérobie, donc elle s'était plus mise au 400 pour le relais et, Mhm. elle avait du mal à développer entre guillemets cette aérobie tardivement. Euh, Est-ce que malgré tout, Muriel, elle avait passé 30 ans et puis voilà, c'était un sacré gabarit. Hein. Mais bon, maintenant, elle fait du trail, hein, donc. Ah, original. Ah J'aurais oui. pas cru. Non, mais elle avait pas l'habitude, quoi. Elle venait vraiment du sprint court, Muriel. Donc, mais elle a réussi sur 400 avec un système aérobie très peu développé. Hein. J'ai essayé, hein, mais je pense que je perdais plus de temps qu'autre chose, quoi. Elle jouait sur ses qualités de vitesse. Voilà, et elle s'en est bien sortie. Puis elle nous a ramené des médailles en relais. Hein. Ouais, en fait, c'était ma question. C'était comme on sait que la vitesse, si tu la développes pas jeune et que t'as pas des qualités, c'est très difficile de développer par la suite. Est-ce que pour l'aérobie, même si on parle de 400 et de 800, est-ce que ça peut se développer jusqu'à un âge un peu plus tardif? Tu vois, c'était ça un peu le sens. Ah, je pense, oui, je pense. Je pense sans problème. C'est pas, faut trouver la bonne méthode, hein, mais c'est pas toujours simple. Hein, ça se fait pas simplement avec du footing. Ça dépend du gabarit, ça dépend de l'équipement génétique. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais faut se creuser la tête, c'est sûr, mais on y arrive. On y arrive dans une certaine mesure. Hein. C'est pas, on développe pas ça on a quoi, 20, même pas 20% de marge sur les qualités de VO2 max. Hein, donc, Ah ouais. Et alors je rentre un peu dans le vif du sujet d'un point de vue physiologique, vu que tu es avec une chercheuse et que t'es plus chercheur actuellement, mais tu as été chercheur. Euh, Est-ce que la VO2 max, la VMA sont reliées à la performance sur 800? Et si oui, dans quelle mesure? bah, c'est très sûr. Relié, oui, mais pas essentiel. Voilà, c'est ce que je dirais. Parce que ce qui est très important sur 800, c'est le système tampon, c'est-à-dire comment on va produire des ions H+, et comment on va capter, on va les capter pour pas trop faire baisser le pH trop vite du sang. Mais donc ça, c'est très lié au système aérobie, semble-t-il. Enfin, en tout cas, un système aérobie très élevé. Hein. Et voilà, donc ça joue là-dessus, mais voilà, on peut compenser avec une meilleure économie de course ou un facteur vitesse qui fait que le premier 200 vous coûte rien. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de paramètres de la performance. La VO2 max en fait partie. Il faut quand même pour le 800
développer sa VO2 max, mais pas besoin on n'est pas un coureur de 1500 ni de 5000. Il y a des coureurs de 1500 qui vont faire du 800, mais on en a un là, actuellement. Mais voilà, faut pas non plus s'entraîner comme un coureur de 5000. Voilà, c'était un peu ma question. C'est est-ce que si tu améliores ta VMA, tu progresses forcément donc tu tiens Non, sur pas 5-6 direct. minutes? Non, Non, pas non. directement. Non, pas directement. Ça va t'aider à progresser dans d'autres domaines, quoi. Donc c'est à mon avis un progrès indirect, pas directement sur la performance. Mais ça va t'aider à progresser dans d'autres domaines de l'entraînement qui ont un lien direct. Je le vois comme ça, moi. De ce que j'ai cru comprendre, tu divises la saison en plusieurs périodes. Donc une période de développement, donc qui peut être répétée en fonction du temps que tu as avant une compétition, des périodes spécifiques et puis la période compétitive. Mhm. Comment est-ce qu'il y a un ordre de priorité pour toi des secteurs du 800 mètres à développer? Donc si je dis pas de conneries, toi tu as divisé ça. Ce que j'ai, c'est vitesse spécifique, allure inférieure, allure supérieure. J'imagine qu'à ça on rajoute peut-être des footings ou voilà à basse intensité. Comment tu organises un peu cette planification sur l'année? Bah, après, comment dire, dans, dans l'entraînement, il y a plusieurs domaines hein, pour, comment dire, à entraîner. Il y a au moins 6 grands domaines hein, à faire travailler, qui sont bah, la vitesse. Hein, on l'a dit, la vitesse comment dire, pour la première partie du 800, pour pouvoir passer sur un 200 vite, tout en ayant une foulée de coureurs de demi-fond. Hein, ça, c'est aussi important. Ensuite, on a bah, la capacité, enfin tout le travail anaérobie, hein, les séances anaérobie et le secteur aérobie, qui sont des grands secteurs. Donc il y a vitesse, aérobie, anaérobie, la force, l'explosivité, et puis il y a l'aspect mental aussi qui va être quelque chose d'important, quoi. Donc voilà, c'est pas, il y a pas une solution, quoi, que je veux dire. Quand tu dis aérobie, est-ce que tu vois, parce que aérobie, si on parle par exemple vraiment dans l'endurance, dans le milieu de l'endurance, tout le monde va penser à de l'endurance fondamentale, de longue durée. Est-ce que ça a du Oui, sens? l'aérobie, ça va produire de l'énergie. La VO2, elle va être atteinte on va atteindre sa VO2 max au bout de 300 mètres, je crois, de course, et puis elle va baisser à partir du 650. Tu vois, donc et cette production d'énergie qui va arriver à VO2 max, elle compte. Elle compte dans l'énergie qui va permettre de courir sur 800. Elle compte, et puis il y a le système tampon qui est dedans, qui va retarder la baisse du pH. Mais bon, après, voilà, la vitesse va donner de l'aisance pour le premier 200, donc on partira peut-être avec quelque chose de mieux. Puis il y a la vitesse terminale sur des courses tactiques qui est importante. Et puis il y a aussi dont on a parlé tout à l'heure, hein, il y a le travail anaérobie, il faut savoir courir en acidose, hein, que la glycolyse fonctionne bien et produise beaucoup d'énergie. Et puis l'économie de course, il faut le meilleur rendement de la foulée pour retarder la fatigue aussi. C'est beaucoup voilà, explosivité pour la vitesse. On peut parler des fois de force en état de fatigue aussi, tu vois, mais il y a beaucoup de paramètres. Moi, j'en compte 5 si j'enlève l'aspect mental qui est stratégique, qui est le sixième. Et est-ce que tu as un ordre de développement préféré dans la saison? Bah, le travail anaérobie va arriver un peu plus tard. Moi, je travaille deux fronts, le travail aérobie, la vitesse et l'économie de course. Dans la période de développement, les trois, j'aborde les trois. La force, c'est toute l'année. Et le travail anaérobie va se greffer un peu plus tard, une fois que les choses sont mieux posées dans l'économie. Et le travail aérobie, on va passer au travail anaérobie spécifique. Est-ce que Mais j'entretiens toute l'année aussi le travail anaérobie. On fait des côtes qui sont un peu dures, voilà, des choses qui maintiennent un peu aussi le coureur dans la capacité à courir en ayant mal aux jambes. mais j'ai vu que tu étais particulièrement fan des séances de côte parce que tu disais que c'était peu traumatisante et que justement il n'y avait pas de courbatures ou de séquelles dans les Oui, jours qui suivaient. oui, il y a moins de lactate de produit parce que le lactate est produit directement en fonction de la vitesse, donc il y a moins besoin de système tampon, donc on économise quand même beaucoup le corps, alors que psychologiquement et même physiquement, on sent que c'est dur.
Donc, c'est rappeler toutes les semaines un coureur de 8 ou de 400 que son épreuve, c'est une épreuve où on va jusqu'à épuisement quasiment. Tu parlais aussi dans cette conférence de la technique de la casserole de lait. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, non, mais ça, c'était pour bien entraîner le système tampon. Il faut amener le système jusqu'à un certain niveau de travail et de vitesse pour pas tomber dans le travail anaérobie où on peut plus en revenir une fois qu'on est chargé et qu'on puisse plus décharger. Donc, on charge un petit peu, on laisse des récup qui permettent de recommencer pour répéter, pour entraîner le système tampon à travailler sur les lésions H+, quoi. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu ferais, de ce que j'ai compris, des 100 mètres à vitesse du plateau de course, du moins comme c'était auparavant, mais avec suffisamment de récup entre les 100 mètres pour recycler, entre guillemets, le lactate, quoi. Pour pas Non, que ça en monte. fait, ça, quand je fais les 100 mètres, c'est pour l'économie de course. D'accord. C'est Alors, le meilleur rendement de la foulée. On travaille sur la foulée. Il faut que la foulée soit économique. Donc ça, c'est toute l'année, toutes les semaines. L'athlète court de 800, il court à l'allure de 800 mètres. Pour développer son économie de course, il faut courir beaucoup à ces allures-là. Donc on choisit des distances et des récup qui permettent de pas se fatiguer et se concentrer que sur l'aspect technique. Après, sur des 100 mètres, ça évolue, hein, ça reste pas des 100 mètres, mais ça reste quelque chose où on va pas vers l'épuisement. Et puis, bah, le travail de la casserole, c'est plus un travail aérobie un peu dépassé, quoi. On va un peu plus vite que le travail aérobie habituel, et puis on laisse monter un peu la lactatémie jusqu'à 15 millimoles, voilà. ouais. Oui, oui. Et au-dessus de 15, si on dépasse les 15 millimoles, très vite, on tombe dans le travail de courir en acidose et résister à l'acidose. Mais ça, c'est pas toute l'année, sinon on fatigue l'athlète. Et ça donne quoi comme est-ce que tu peux donner un exemple de séance justement que toi tu utilises pour t'apprendre à pas cramer quoi, à tenir plus longtemps? Bon, bah, c'est très basique, hein, je sais pas, on va dire 2 séries de 5 fois 400, avec une récup du temps de course, voilà, et puis des fois, je peux mettre entre 5 et 10 minutes pour que ça redescende, quoi. Mais, ou alors, ça va être 4 fois 3, 3 fois 4, puis après, refaire 4 fois 3, des trucs comme ça, hein. C'est des séances, on va dire, de VMA dépassées, quoi. C'est souvent sur les cours de 4 que je travaille ça. Sur les cours de 8, je vais un peu plus loin, plutôt dans un travail plus classique de travail à VMA. Mais déjà, à VMA, on travaille le système tampon, quoi. Ouais. Là, quand on parle d'aérobie, j'ai l'impression que c'est des courtes distances. Est-ce qu'il y a malgré tout des séances plus longues d'aérobie en dehors des footings? Oui, bien sûr. Il y a des footings, bon, bien sûr, il y a du footing pour capillariser, hein, pour que les muscles soient bien, et des vaisseaux peuvent les oxygéner. Et puis, bien sûr, bah, on fait un petit peu de travail au seuil, pas beaucoup de VMA longue, mais on en fait aussi, ouais. Mais avec parcimonie, parce que je pense que c'est pas, pour le cours de 8, ça peut être, l'amener vers un diésélisé un peu, je dis, c'est-à-dire transformer un peu les fibres intermédiaires en fibres lentes, quoi. Ouais, c'était justement ma question, c'était jusqu'où pousser le travail aérobie en termes de durée pour ne pas perdre un peu ses qualités de vitesse, tu vois? Bah là, on n'est pas tous d'accord, hein. Il y a des gens qui font des efforts plus longs, jusqu'à 8 minutes, tout ça. Bon, je pense que ça dépend un peu de la nature de l'athlète, de ses qualités, bien sûr, et puis voilà, d'une philosophie, quoi. Moi, je vais quand même plus vers des hautes intensités et compenser, voilà, et travailler sur de l'aérobie plutôt courte. Et puis, je compense tout le travail un peu avec de l'aérobie un peu plus longue, mais c'est presque des séances compensatoires. Est-ce que ça signifie combien de séances dures, entre guillemets, par semaine pour un coureur de 800? Ah, pour un coureur de 800, c'est 2 à 3, quoi. Deux surtout, des fois 3 avec les côtes, tout ça, mais voilà, c'est pas forcément dur tous les jours. En période spécifique, c'est une séance dure tous les 4 jours. Ok. Et si j'ai bien compris, peut-être que tu as changé, c'est pour ça que je pose la question. Tu parlais à l'époque de 8 séances par semaine pour le pratiquant de 800 mètres. Est-ce qu'on est toujours sur ça? Ouais, parfois un peu plus. Si j'ai rajouté des fois un peu de footing le soir, surtout depuis que je suis à Montpellier, parce que
Et on n'a plus la forêt à côté, donc c'est un peu différent l'organisation, mais ça reste, oui, ça reste la base de travail. Après, on va pouvoir augmenter, soit de travail sur vélo, de l'elliptique, voilà, des choses compensatoires en aérobie, quoi. Tu fais un peu d'entraînement croisé alors? Un petit peu, ouais, un petit peu. Parce que le footing mal couru d'un gars de 80 kilos ou 70 kilos, c'est plus destructeur que construit que autre chose, quoi. Ok, Faut savoir bien courir en endurance fondamentale aussi pour être efficace et pas se créer une tendinite ou une patte doigt ou un essuie-glace ou machin, hein. Des fois, c'est. Mais c'est ce que j'allais te dire. Comme ils sont pas habitués à courir, à faire de la longue aérobie des footings, est-ce qu'ils arrivent justement C'est à pas courir qu'ils à la sont bonne pas vitesse? habitués, c'est que des fois, ils sont pas construits pour. Voilà, hein. Si t'as un gars de 70 kilos, le footing, c'est courir 1 heure, c'est des traumatismes. Et donc, toi, dans ce cas-là, tu préfères faire du vélo elliptique ou du vélo de temps en temps? Voilà, on court aussi, hein, mais on peut croiser avec d'autres pour limiter les chocs et les contraintes mécaniques sur les articulations. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu utilises, par exemple, dans ce style-là, pour ces athlètes qui sont un peu lourds pour courir longtemps, les tapis genre Haltergy, tu sais, qui t'enlèvent un peu une partie de ton poids ou pas du tout? Non, non, ça j'utilise pas. C'est plus pour la rééducation et puis c'est jamais très accessible. C'est pas- Tu m'entends? Ouais, Parce ouais, que j'ai eu un appel. t'as eu un appel, ça a coupé, donc je te parlais Ouais, ouais. du tapis, donc tu l'utilises pas parce que tu trouvais ça trop orienté pour la rééducation? Oui, oui, et puis c'est pas facile d'accès. On peut pas facilement s'entraîner dessus, quoi. Euh, Ta femme est chercheuse et dans la vidéo de l'INSEP qui était hyper intéressante, on voit que elle utilise la prise de lactate, notamment pour mesurer les progrès des athlètes sur un cycle que vous aviez fait. Euh, Est-ce que c'est quelque chose justement que tu suis toujours, ce taux de lactate, pour déterminer l'intensité des séances, voir si tu es à la bonne intensité de séance? En fait, on a fait ça de nombreuses années pour savoir quel était l'impact des séances qu'on choisissait, enfin que je choisissais, quoi, dans certains secteurs, des allures 1500, des allures 800, des allures 400. Pour bien caractériser les séances, maintenant, j'y vais moins parce que c'est toujours des valeurs très élevées et puis très souvent les appareils sont saturés, quoi. C'est-à-dire que passer 20 millimol, t'as pas beaucoup de précision, donc les lactates, ça a un intérêt pour découvrir ce que tu fais à l'entraînement. Mais une fois que tu sais que l'athlète, il en a produit beaucoup, point, quoi, hein. Ok. Après, voilà, c'est plus intéressant, je pense, pour les coureurs de long, pour aller voir, pour pas aller trop vite, pour bien calibrer les allures de footing. Même chez moi, on le fait de temps en temps. Mais voilà, c'est pas nouveau. Nous, on a fait ça à l'époque pour bien cerner ce qui marchait dans l'entraînement. Et puis là, la vidéo, c'était aussi sur une analyse d'évolution des hautes lactatémies, mais on avait d'autres appareils à ce moment-là pour étudier ça. C'est pas avec le Lactate Pro qu'on fonctionnait, quoi. Est-ce que tu as fait Je des t'entends tests pas très bien, hein. Et tu m'entends là? Ouais, mais je sais pas, depuis le coup de fil, là, j'ai perdu du son. Ok, eh ben j'ai rien changé, Bon, donc j'espère que de ça mon va aller. côté, alors. Je vais parler un peu plus fort. Est-ce que tu utilises d'autres données, d'autres data que le lactate? Ou est-ce que tu en as utilisé pour justement suivre les effets de Oui, l'entraînement? beaucoup de mesures, notamment pendant des années à l'INSEP avec l'OptoJump pour aller calibrer des foulées, trouver la foulée la plus économique et la plus efficace possible. J'ai beaucoup utilisé ça. Bon, des tests de force sur des relations force-vitesse, j'en ai fait pas mal aussi. Là, on utilise des méthodes un peu avec des trucs embarqués maintenant, des accéléromètres embarqués pour essayer de voir les vitesses angulaires et les amplitudes articulaires de la foulée. Je suis toujours curieux de toutes ces choses-là. Après, voilà, ce sont des renseignements et qui m'aident à faire des choix ou à évoluer, hein, parce que bon, l'entraînement c'est jamais figé, sinon on s'enterre, hein, donc voilà, c'est de trouver d'autres pistes pour encore produire le meilleur entraînement possible, quoi. Et s'il y a quelque chose qui t'a particulièrement aidé et remis en question et fait changer ta manière d'entraîner dans toutes ces choses que tu as testées?
L'opto-jump m'a quand même beaucoup ouvert l'esprit sur l'aspect mécanique et économie de course du 800 mètres et du 400 mètres. Je pense que c'était une découverte associée avec le travail en musculation qu'on faisait avec Kievre et Miller, qui m'a conduit vraiment à voir aussi pas que la physio, quoi. Voilà. Parce que quand même le demi-fond avant c'était essentiellement de la physio. Je pense que ça ouvre des portes vers la biomécanique dans le demi-fond, quoi. Et est-ce que Mais bon, voilà, les lactates m'ont permis aussi de me rendre compte que certaines séances avaient un impact beaucoup plus lourd que d'autres. On a fait des études sur les côtes aussi. On s'est rendu compte que voilà, le temps d'application des forces était plus long, donc ce qui amenait l'athlète à avoir des souffrances musculaires, mais que les taux de lactate étaient liés directement à la vitesse de course. Donc, comme on court moins vite, on en produit moins, quoi. est-ce que tu fais porter un cardio-fréquence-mètre à tes athlètes pour voir leur fréquence cardiaque ou ça, pas du tout? Bon, j'ai essayé il y a une trentaine d'années. Ça arrêtait pas de sonner. C'était à l'époque, on mettait des zones et tout. Et puis, je me suis rendu compte que c'était très variable en fonction de la météo, de s'il avait bien dormi, donc s'il sortait de table. Donc, finalement, j'ai jamais, je suis toujours resté sur des contrôles de vitesse plus que de fréquence cardiaque qui m'amenaient des fois sur des fausses pistes, à mon goût en tout cas, hein. Mais je comprends que des gens travaillent avec, hein, mais moi j'ai jamais avancé dans ce côté-là de la fréquence cardiaque. Ça m'a jamais intéressé. Le HRV, c'est pareil, ça m'intéresse pas parce que je trouve que enfin voilà, j'ai lu beaucoup de choses sur le HRV et c'est très partagé les opinions dessus. Donc voilà, et j'étais pas surpris parce que dès qu'on se base sur les fréquences cardiaques, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'interférences de la vie autour, quoi. Justement, je voulais parler un peu de ta manière d'entraîner, de coacher. De ce que j'ai pu comprendre, pour toi, ce qui compte, c'est beaucoup l'accumulation des séances. On voit dans une vidéo récente de Ronelle Lamotte, je sais plus, je crois, elle fait un 300 mètres. Et toi, tu t'en fous un peu du temps qu'elle fait, entre guillemets. Et elle est hyper intéressée par le temps qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a fait il y a 3 semaines ou 4 semaines, j'ai plus exactement la durée en tête. Euh, Est-ce que effectivement, tu prends pas de notes de ce que font les athlètes et que tu mises vraiment sur une accumulation des séances? Ce qui compte pour toi, c'est plus, je vais dire, l'implication dans la séance, l'intention dans la séance, plutôt que forcément le temps. Ou j'imagine Oui, qu'il y a des séances où tu oui, vises des oui, bien temps, sûr. mais Ah non, je suis beaucoup plus là-dessus, hein, beaucoup plus là-dessus sur l'investissement. Voilà, le thème de la séance doit être atteint. Voilà, si c'est développement aérobie, force ou des trucs mixtes, voilà, on va chercher, euh, on va chercher à atteindre le thème. Mais bon, l'athlète est souvent pris par le chrono et il y a des jours où il y a de la fatigue qui est installée, et il faut refaire de l'aérobie et pas forcément battre ses records, quoi. Donc c'est une bagarre de tous les temps. De plus, je pense que j'ai croisé tellement dans ma carrière maintenant beaucoup de champions de l'entraînement basés que sur les chronos. J'en ai vu s'épuiser à faire ça, et puis j'en ai vu devenir des auto-handicapés, c'est-à-dire ils étaient contents d'eux, mais en compète, ils donnaient rien, quoi. Donc c'est aussi une façon de se dire, c'est tout ça, c'est bien, on se prépare, c'est que de l'entraînement, quoi. Ce qui compte, c'est la compétition de dimanche, quand le coup de feu sera donné, quoi. C'est pas à l'entraînement avec toi, avec le coach et derrière un vélo hyper caréné qu'on va faire, qu'on va gagner des médailles, quoi. et est-ce que ça veut dire, de ce que je comprends, que tu peux ajuster le planning d'un athlète si tu vois qu'il est pas en forme pour changer la séance et lui dire, bah aujourd'hui c'était ça qui était prévu, mais t'es pas en forme et tu fais autre chose? Je change pas souvent j'adapte le contenu, je change pas le thème de la séance, ou voilà, je vais adapter sur les récup, sur le volume total ou machin quand l'athlète est fatigué, mais il faut savoir s'entraîner aussi quand on est fatigué, ça fait partie du jeu, hein. On est bien obligé d'aller l'entraînement, ça crée des progrès et de la fatigue, hein. L'affûtage va permettre d'enlever la fatigue et de maintenir l'entraînement. Mais quand on est en période de développement de l'entraînement, il y a forcément de la fatigue qui s'accumule. Donc, à moi de la réguler de manière hebdomadaire pour qu'elle repasse à un niveau convenable, permanent. Mais c'est juste à la fin de l'entraînement, de les périodes d'entraînement où je vais laisser beaucoup de repos
que la fatigue complète va s'en aller. Et là, tu regagnes 2 à 3% sur ta performance, quoi. Et est-ce que, toi, tu me dis que tu n'avais pas d'indicateur, donc par exemple d'HRV, c'est vrai que c'est assez à débat. Est-ce que c'est vraiment sur, ça fait plus de 30 ans que tu entraînes, 40 ans? Ça fait 40 ans que tu entraînes, Ouais, donc pas loin. le temps passe vite. Et est-ce que, outre l'expérience, le fait que tu vois, que tu es habitué à être avec des athlètes, il y a quand même des indicateurs qui te permettent, est-ce que tu fais remplir par exemple un questionnaire, comme c'est la mode en ce moment, de wellness, pour savoir comment ils ont dormi, comment ils se sentent, tout ça, ou tu fais vraiment, comme tu as des petits groupes d'entraînement, tu discutes, tel quel? Ah, je discute beaucoup, hein. Moi, je pense que 50% de mon métier, c'est de gérer de l'humain, hein. C'est pas que faire des plans et de la physio, hein. Donc, j'ai développé quand même depuis le temps une capacité à discuter avec mes athlètes et à savoir s'ils sont bien ou pas bien, hein. Puis des fois, je fais les mêmes, je sais qu'ils sont pas bien, mais je veux aller un peu plus loin dans l'entraînement, les pousser un peu plus. Bon, ça fait partie du jeu, quoi. C'est un travail très humain et très important, tu vois. Mais je pense que surtout, c'est les rapports humains qu'il faut développer. Après, tout ce qui est questionnaire, hein, je suis passé par là, j'ai fait des essais, etc. Bon, des fois, ça a trans. Je trouvais que même des fois, il y a des athlètes qui me parlaient à travers le questionnaire. Donc, je disais, c'est dommage, si ça va pas bien, tu viens m'en parler, mais t'es pas obligé de me mettre dans le questionnaire que l'analyseur m'a dit que tu allais te pendre cette semaine, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voilà, des fois, c'était plus que sur le plan humain, c'était pas bon. Donc, il fallait que je me reprenne, il fallait que j'ouvre les yeux sur comment ça se passait, quoi. Mais vu que tu avais 40 ans que tu entraînes, tu as dû voir une différence, une évolution, on va dire ça comme ça, durant ces 40 dernières années sur la manière peut-être de communiquer de tes athlètes? Bah, ça change aussi parce que moi, je vieillis, j'évolue, quoi. Enfin, et puis, les écarts d'âge font que la relation devient différente au fil des années, hein. J'ai commencé à entraîner mes copains, on avait le même âge, on avait 20 ans. Maintenant, ils sont bien plus jeunes que mes enfants, hein, les athlètes. Donc, voilà, donc tu vois, les rapports évoluent, c'est une autre façon de communiquer, mais bon, j'essaye en tout cas de rester ouvert et sans être à la page, hein. J'ai mes 60 ans sonnés, 61 même. Voilà, je vais pas m'amuser à faire le jeune, hein. Voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, et voilà, et qu'ils ont un adulte même assez âgé maintenant qui est là et qui peut les écouter, discuter avec eux, partager les choses. On partage toujours les émotions pareil, hein. Ça, par contre, l'émotion est toujours la même. Tout à l'heure, tu parlais d'affûtage. C'est quelque chose que tu utilises avant les échéances importantes pour tes athlètes? Et si Ouais, oui, bien sûr, oui, oui, comment tu utilises ça? Est-ce que tu fais, comme on a pu voir avec les travaux de Mujica, une réduction du volume, mais pas une réduction de l'intensité? bah exactement, hein. Mujica m'a beaucoup appris, inspiré. Je l'ai rencontré à l'INSEP à l'époque à ses débuts, et puis voilà, j'ai toujours suivi. J'ai même fait des résumés pour les entraîneurs à la fédération, là, quand j'étais un peu responsable de la recherche de loin, enfin conseiller auprès des entraîneurs. On avait fait une lettre des entraîneurs dessus. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution, quoi. Et il a très bien expliqué justement cette histoire de fatigue qui doit partir et qu'on maintient que du spécifique, quoi, Ça veut dire à que petite dose. tu C'est fais la... vraiment, pour moi, c'est un grand progrès dans le sport. Alors, c'est pas que musical, le tapering, mais bon, en tout cas, pour nous, Français, il nous l'a traduit et c'était bien. Comment tu le mets en place, toi? Est-ce que, de ce que tu as remarqué de ton expérience, est-ce qu'une semaine suffit ou il te faut plus avec tes Sur la athlètes? clé, je trouve qu'une semaine suffit, ouais. Une semaine suffit, pas plus. Mais je sais que chez les nageurs, ça peut être 2 à 3 semaines dans ce que présentait Mujica à l'époque. Je sais pas où ils en sont maintenant, mais nous, en une semaine, je pense que ça suffit. Mais bon, des fois, ça fait déjà, voilà, la dernière grosse séance, elle est à 10 jours avant, quoi. Et puis après, bah, on est dans l'affûtage pur, quoi. Disons 10 jours. Pour un grand Ok. championnat, c'est 10 jours, quoi. Il y a une question tout à l'heure que j'ai oublié de te poser. Sur tes différentes séances, comment tu détermines l'allure que l'athlète doit tenir? Est-ce que tu te bases sur le record qu'il a ou sur la performance qu'il veut faire, tu vois? Qu'est-ce que tu choisis? Moi, je me base sur la performance qu'il veut faire et même un peu plus. Ok, donc il va un peu plus. Tu essayes de le faire aller un peu plus vite alors quand il y a des séances avec une allure recherchée alors. Voilà. Ok. Et au bout d'un moment, ça devient. J'ai eu des belles réussites, pas toujours, mais j'ai eu aussi des échecs, bien sûr.
Mais j'ai eu des belles réussites sur des allures qu'on avait fixées et puis qui sont devenues l'allure de compète un jour, quoi. Et est-ce que ça a du sens pour toi, en fonction des athlètes, d'avoir une saison, par exemple, où tu vas chercher à faire progresser sur le 400 mètres et pour d'autres sur le 1500 pour revenir ensuite sur le 800, où c'est quand même trop éloigné et que les progrès vont pas se répercuter de manière indirecte après, quand on va repasser au 800? Excuse-moi, j'ai été gêné encore par un appel, si tu peux me redonner la Ouais, question. je te fais la question. Est-ce que ça a du sens pour toi, en fonction des athlètes et de leur force, de dire par exemple sur une saison, on va s'entraîner sur le 400 mètres pour que tu progresses au 400 mètres pour après que ça se répercute sur le 800 mètres, donc améliorer entre guillemets leur vitesse pour le 800, et à l'inverse pour certains autres athlètes, de la faire progresser plus en aérobie sur le 1500 pour revenir ensuite sur le 800, ou plus on sait, moi ça me paraît pas très éloigné, mais j'ai pas ton expérience, ça a pas trop de sens pour toi ça? Bah, ça a un sens, mais je mets une grosse mesure, c'est-à-dire que on tombe sur le problème des points forts et des points faibles. Et travailler ses points faibles en délaissant un peu trop ses points forts, on va régresser, forcément, puisque les points faibles vont pas progresser beaucoup, et tes points forts, tu les as délaissés légèrement. Donc c'est un équilibre. Il faut aller un peu vers les points faibles, mais peut-être assez loin de la compétition. Et puis pas y passer un temps fou parce qu'il faut quand même maintenir sur les points forts. Si c'est quelqu'un de moi, j'ai plus beaucoup de débutants, mais c'est surtout des gens qui ont un certain niveau et donc bah il faut quand même que le gars il reste sur le gars ou la fille il reste sur ses points forts. Donc c'est améliorer les points faibles sans perdre le moindre centimètre sur les points forts. Sinon, t'es foutu. Et est-ce que de ton expérience, on arrive à bien progresser sur ses points faibles ou malgré tout, on progresse toujours mieux sur ses points forts en continuant, en essayant de les améliorer? Bah, au bout d'un certain moment de pratique, tu évolues tout doucement, quoi. Mais tu évolueras autant sur les points forts que sur les points faibles. Mais des fois, les points faibles, c'est qu'il y a un problème génétique ou voilà, et tu ne progresseras pas, quoi. Donc, à un moment, des fois, il faut faire une croix, quoi, et essayer de les maintenir au plus haut niveau possible. Donc, faut travailler dessus. Mais au pourcentage que ça mérite dans le 800, ou dans le 1500 ou dans le 400. Je vois. Il faut une bonne analyse de l'activité et aussi une bonne analyse de l'athlète que tu as en face de toi. Je vois. Je vois, ça me parle bien avec la relecture du livre d'hier, là. Ça me C'est parle bien. vraiment important parce que j'ai vu tellement, dans ma carrière, au début, bien sûr, j'ai voulu travailler des points faibles en disant, lui, il arrive du 400, je vais lui mettre de l'aérobie, ça va marcher. Le mec, ça n'a pas marché, forcément. Parce qu'il a progressé en aérobie, mais pas suffisamment pour qu'il y ait un gros impact sur 800 mètres. Et puis là, il courait une seconde moins vite au 400, donc il a régressé. Et Ça m'est arrivé. est-ce que c'est réversible, ça, après? Bah, si le gars était vraiment très rapide, ça reviendra. Mais ça revient. Mais faut vraiment faire marche arrière. Enfin, faut donner un coup de volant. Voilà. Si le gars c'est un coureur de 4-8, bah, faut l'entraîner comme un coureur de 4-8 dont le point fort c'est la vitesse et la résistance, quoi. Et ouais, putain, Mais c'est si tu en vraiment. fais un diesel, ça reviendra peut-être pas, hein. Chez les coureurs moyens, ça revient jamais. Un grand coureur, tu fais une erreur, tu peux peut-être rattraper, mais bon. C'est quoi, alors, en termes chronométriques, un bon coureur de 400-800 qui est sur 400, quel temps il fait? Un bon coureur de 800, il doit courir en moins de 48 le 400, quoi. Et à l'inverse, un coureur qui serait plus 800, Et 1500? et les très bons, ils courent un petit 46 ou en dessous des 46, hein. Ah ouais, c'est Ouais, vachement rapide. c'était un problème, oui, c'est un problème pour beaucoup de les meilleurs coureurs que j'ai eus. Ils ont jamais été assez rapides, à part Artemon. Artemon Tunjimana était rapide, mais il avait fait du 400 junior. Mais Pierre Ambroise était pas très rapide, en fait, hein. Il était rapide sur la vitesse courte, mais au 400, il valait pas moins de 46. Et à l'inverse, tu vois, comme je te disais, sur un coureur plus typé 800-1500, c'est quoi un bon temps au 1500 pour un coureur de 800? Bah là, c'est simple, hein, tu prends Marajo Collard, hein, c'est 3,35, quoi. À l'époque, avec les anciennes pointes, hein, donc c'est comme si aujourd'hui, tu avais des gars à 3,32, hein. Ah ouais, donc ouais, c'est un gros niveau alors. Ah ouais, les mecs Bah, sont. je pense que Marajo, avec les pointes actuelles, à l'époque, il aurait fait 3,32, pareil pour Collard.
c'est quand même des gars qui ont fait 3,35. C'était quand même des coureurs qui étaient très. En plus, ces deux-là, je prends des exemples qui avaient pas de points faibles. Ouais, je pense qu'au 400, ils étaient aussi. Ils valaient des bonnes perfs sur 400, mais ils ont fait plus de. Ils ont fait des compètes sur 1500 alors qu'ils en ont jamais vraiment fait sur 400. Et c'est pas mal. Et j'arrive au bout de mes questions. Bruno, tu as éclairé pas mal de zones d'ombre que j'avais par rapport à tout ce que j'avais pu voir. Mais est-ce que toi, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder sur le 800 et sur ton expérience? Non, bah écoute, moi, ce que j'aime à dire, tu vois, c'est que c'est bon, être un technicien, un- bien connaître la physio, c'est important, c'est important. Mais je pense qu'un bon entraîneur, c'est d'abord quelque chose que disait Maurice Ouvion, c'est quelqu'un qui va mettre de l'entrain dans un groupe ou dans un petit groupe ou sur une personne, sur un individu. Mais voilà, faut pas oublier que entraîner, c'est d'abord une histoire de transmettre quelque chose accompagner des humains sur leur projet, quoi. Et donc c'est parfois beaucoup plus important encore que d'être un bon technicien, quoi. Maurice Ouvion disait quand on me dit que cet entraîneur c'est un très bon technicien, il venait de la perche, hein, bien sûr. Il disait ça m'inquiète, c'est pas vrai. Donc, c'est quand même des grands maîtres et je me suis rendu compte que je l'ai écouté, j'étais très jeune et je me dis putain il avait entièrement raison. Et tout ce qui me restera après avoir arrêté d'entraîner, c'est des contacts avec des athlètes. J'ai toujours contact avec la première bande que j'ai entraînée quand j'avais 20 ans, hein. Pour beaucoup, j'ai gardé le contact parce que c'était une belle aventure et puis surtout une belle aventure humaine, hein. On n'a pas cassé trois pattes à un canard dans les compétitions. Mais voilà, et ça reste, et ça fait partie de mes joies actuelles de garder des contacts parfois lointains parce que j'ai eu tellement d'athlètes que je peux pas garder contact avec tout le monde. Mais quand on se croise, c'est comme si on s'était vu hier. Il restera quelque chose. Et pour eux et pour moi. Donc ça, c'est vraiment une leçon aussi d'humilité et de se pencher sur voilà, apporter quelque chose aux gens, quoi. Voilà, moi je pense que j'ai fait ça, j'ai enseigné d'abord et que il faut avoir une certaine empathie et générosité pour entraîner, donc ça se développe aussi, quoi. C'est simple à faire, c'est pas compliqué. Et avec ça déjà on obtient des résultats. Comment on peut faire pour rejoindre ton groupe d'entraînement? Et est-ce que il faut être un athlète de haut niveau pour rejoindre ton groupe d'entraînement? Comment ça se passe? Maintenant, depuis quelques années, tu sais, c'est les listes de haut niveau. Je travaille sur le pôle France de Montpellier, donc j'ai le droit à quelques partenaires d'entraînement avec les bons athlètes que j'ai. Et puis voilà, donc les groupes sont forcément restreints maintenant par le choix fédéral, hein. J'aurais plus 40 athlètes comme bon déjà j'aurais plus l'énergie de gérer ça, mais j'aurais plus 40 athlètes comme j'ai pu avoir à mes débuts. Mais voilà, maintenant, c'est un peu essayer de construire un groupe qui va produire de la performance aux Jeux de Paris, donc notamment autour de René de la Motte, bien sûr. Mais voilà, j'essaye de monter quelque chose qui tient la route et qui va produire, voilà, qui sur le plan humain va faire l'affaire, quoi. Ouais, je me pose la question parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être niveau national, qui cherchent un groupe et par rapport à tout ce que tu as expliqué, ça leur parle. Mais oui, mais c'est pas extensible. Par contre, j'essaie de transmettre des choses à beaucoup de jeunes coachs qui ont du talent et qui ont envie. Voilà, alors là, je les aide volontiers à, à éclairer le chemin devant eux, quoi. Mais voilà, là, j'en suis plus là, maintenant dans ma carrière aussi à une phase de transmission parce que oui, je vais pas continuer encore 10 ans à entraîner, quoi. Super. Écoute, merci Bruno de ton temps et de tes réponses. C'était très très intéressant pour moi et j'espère que ceux qui nous écouteront trouveront ça aussi intéressant. Peut-être, écoute, on verra bien, puis peu importe, hein, de toute façon, Ouais, voilà. ouais. Non, mais c'était cool en tout J'ai cas. dit ce que tu me demandais, voilà, Ouais, ouais. je cache rien depuis de nombreuses années, ça sert à rien, hein,
C'est pas, je porte pas un dossard, donc voilà, j'ai du mal à penser que je devrais m'adresser qu'à des Français et que voilà, faut compter les médailles. Alors t'imagines, s'il fallait en plus que je cache pour avoir une petite réussite dans certains domaines tout seul dans mon coin, voilà, il faut casser ça quoi aussi, hein. Mais bon, Ouais, moi, c'est pas évident. j'ai envie de croire qu'il n'y a pas vraiment de secret, en fait. J'appelle le podcast les secrets du sport, mais bon, il n'y a pas vraiment de secret. C'est plus comment chacun organise son puzzle, en fait. Comment chacun organise ça. C'est de la cuisine, tu vois. C'est comme si chacun préparait une soupe, quoi. Tu vois, et que on va mettre des ingrédients qu'on sent. Bon, il y a des bases, hein. Faut connaître un peu la chimie des aliments pour pas faire un truc imbouffable. Mais c'est un peu ça, quoi. Est-ce que je vais mettre plus de sel, moins de sel, voilà. Est-ce que je vais mettre un peu de piment? J'en sais rien, tu vois. Mais moi, je me sens plus cuisinier artisan que scientifique. Alors que j'ai eu une grosse formation scientifique, mais malgré tout. La science éclaire beaucoup de choses, mais le dosage et l'humain, voilà. Bon, j'ai des préparateurs mentaux, il y a tout ça maintenant, mais voilà, qui m'aident dans ce plan-là, et c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Hein, mais ça évolue dans le bon sens, en tout cas. Voilà. En tout cas, à partir du moment où on a fait rentrer des psychologues et des préparateurs mentaux dans les équipes, c'est qu'on a compris que beaucoup de choses se passaient sur l'humain quand même. Et j'ai une dernière question pour la forme. Est-ce que Ingebrigtsen va battre le record de Helge Rouge pour le 1500? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que nous allons avoir cet affront avec les points de carbone? Oui, je pense. Je pense qu'il va finir par le battre. Ah merde. Il est pas loin là, encore un an. Peut-être, je sais pas s'il le fera cette année, mais je pense qu'il le fera parce que les points de carbone, c'est un apport très important sur le 1500 aussi. Donc, je pense qu'il va y arriver. Ça fait mal au cœur. Hein. Ça fait mal au cœur. Ouais, bah c'est une évolution. Hein. C'est comme le tartan, à l'arrivée du tartan, quoi. Hein. Donc voilà. Faut s'habituer. Il faudrait que tout le monde ait les mêmes chaussures maintenant, quoi. Qu'il y ait plus de prototypes, tout ça. Mais bon, c'est pas encore bien réglé, quoi. Ouais. Pour l'instant, on voit bien que c'est un business. Chacun y va de sa chaussure carbone avec ses forces et faiblesses en théorie. Oui, voilà. Bon, c'est un petit peu plus. Voilà, c'est pas toujours. Tout le monde n'a pas toujours le même matériel au départ. Mais bon, voilà, ça va peut-être se tasser avec les années. Mais il faut espérer. Si jamais il y a des gens qui veulent te contacter suite à ce podcast, est-ce que tu as un endroit où tu préfères qu'ils te contactent ou comment ils peuvent faire, si tu as envie? Bon, ils peuvent me contacter par mail. Hein. Est-ce que tu veux redonner ton mail à l'antenne? Bah, celui de la Fédé, hein, bruno.gagère@athlé.fr. C'est public celui-là. Et bah super. Et bah encore une fois, merci à toi Bruno de cet échange et en te souhaitant le meilleur. De toute façon, je suis ça de près et de loin avec grand plaisir. Bah, c'est très gentil. Merci. Puis bonne journée à tout le monde. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous remercie d'avance de m'aider à faire grandir ce podcast en me suggérant des invités, voire en me mettant en relation, mais aussi en le partageant sur les réseaux sociaux et en laissant des notes et commentaires sur les applications de podcast, notamment sur Apple Podcasts et sur Spotify. Merci encore et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, bon entraînement.